Bonjour, bienvenue dans ce point bourse du 31 octobre 2024. Alors aujourd'hui, on l'avait dit il y a quelques jours, c'est le retour de la volatilité avec les résultats qui arrivent et des résultats qui sont vraiment à chaque fois ou presque très achetés ou très vendus. On n'hésite pas et on le voit ici sur le graphe. Alors on a eu le pic de volatilité dernièrement avec notamment le 5 août. Là, c'était surtout avec le carry trade, avec les échanges sur la devise japonaise et la banque japonaise qui avait baissé ses taux, qui avait obligé un débouclage des investisseurs qui empruntaient en yens pour investir après sur le dollar et notamment les techs américaines. Depuis, on a eu quelques rebonds et là, on est en train d'en vivre un nouveau sur des résultats qui sont pourtant pas si mauvais. Alors, il y en a qui sont achetés et puis il y en a d'autres qui sont peut-être un peu survendus. En tout cas, on voit qu'il y a quand même une certaine nervosité sur les marchés. On regardera aussi quelques chiffres qui sont tombés aujourd'hui, les chiffres macro, notamment plutôt favorables encore aux États-Unis. Et puis les résultats d'entreprise, on va en revoir encore pas mal. Et puis des nouvelles aussi sur d'autres valeurs hors CAC 40 qui font bien bouger les actions. Alors comme d'habitude, avant de commencer, je rappelle que les informations et analyses données sur cette chaîne sont données à titre indicatif et ne peuvent pas être considérées comme un conseil en investissement. L'investissement en bourse est risqué, vous êtes responsable de tous les investissements que vous faites. Donc la volatilité qui repart vers le haut, alors on est encore loin évidemment de ce qu'on a connu pendant le Covid. On était là, on est monté jusqu'à 80 et quelques, mais on a eu quand même des périodes entre 30 et 20. Et puis là, depuis quelques temps, ça commence à s'exciter à nouveau. Alors, bonne chose ou mauvaise chose, la volatilité, c'est surtout à prendre en compte et puis c'est essayer de s'en servir, de profiter des excès du marché comme d'habitude. De pas paniquer quand les actions qui vont dans le bon sens perdent beaucoup, mais aussi de savoir quitter les positions s'il y a un retournement de tendance parce que la tendance ça va être à -3 tous les jours sur les actions qui sont bazardées et on n'y reviendra pas avant un moment. Donc c'est ça, il faut être capable de discerner ce qui va être dans l'excès ou ce qui va être juste un retour à la moyenne, donc d'avoir un peu une vision globale de l'action et de la tendance et de ce que le marché essaye de nous dire. Le CAC 40 qui perd un petit peu aujourd'hui, moins 1%, qui continue à décrocher. Là aussi, c'est pas catastrophique pour le moment, mais on revient sur des zones au-dessus des 7003. On a le vrai support là autour des 7083. Celui-là, il ne faudrait pas l'enfoncer, c'est celui-là. On était le plus bas au 5 août, justement. Depuis, on est toujours au-dessus. On a encore une certaine marge. On verra avec la suite des résultats sur le CAC 40, mais pour le moment, il y a quand même des ventes qui sont peut-être intéressantes sur certaines. Alors, évidemment, celles qui ont un profil à descendre régulièrement et qui se reprennent -3, -4, c'est plutôt à éviter comme d'habitude, mais certaines autres valeurs intéressantes ont peut-être un peu baissé un peu trop. Et je serais pas surpris de revoir le CAC plutôt résilient ces prochaines semaines. On va parler rapidement des chiffres avant de voir les actions notamment qui sont tombées aujourd'hui. En Chine, tout d'abord à 2h30. Les PMI, ça sert notamment à mesurer l'expansion ou la contraction du secteur économique. Alors à la fois dans le manufacturier et le non manufacturier, on a eu des chiffres à 50,1 en manufacturier et 50,2 en non manufacturier. Alors c'était plus ou moins ce qu'on attendait, c'est un peu mieux en manufacturier et un peu moins bien en service. Mais dans l'ensemble, on voit qu'on se maintient en Chine. On arrive à être un peu au-dessus des 50. Et avec le plan de relance qui a été qui est en train d'être mis en place par la Chine, bah les chiffres devraient être et la croissance soutenue probablement ces prochains mois et peut-être ces prochaines semaines. Donc plutôt une bonne chose. Alors tous les secteurs vont pas en profiter, mais il y aura quand même un effet, je pense, boost sur pas mal d'actions. Et là aussi, il faudra faire du stock picking et pas jouer que les secteurs, sauf les secteurs qui sont ouverts, mais il y en a pas forcément beaucoup. Là comme ça, j'en vois pas trop. Euh, L'IPC en France à 1,2 en annuel. Là aussi, c'est sur le dernier mois, donc
sur l'année en cours, on est bien au-delà encore, mais on voit que ça travaille bien. En Allemagne, on est revenu un peu au-dessus, hein, on en avait parlé. On est sur les 2%. Et on va surtout regarder aux États-Unis avec inscription hebdomadaire au chômage, 216 000 nouvelles inscriptions, alors qu'on en attendait 231 000 après 227 000. Donc là, on a une baisse des inscriptions au chômage, plutôt une bonne chose. Donc il y a moins de demandeurs en emploi. PCE Core, notamment aux États-Unis, qui sont revenus alors identiques à ce qui était attendu. Et surtout, on va regarder les dépenses des ménages qui, elles, ont augmenté, hein, 0,5, alors qu'on attendait 0,4 après 0,2. Donc on voit qu'il y a toujours beaucoup d'argent, hein, sur le marché américain, notamment de la part des consommateurs, de la part des particuliers. Euh, c'est plus que résilient là, malgré, hein, le petit ralentissement qu'on a. Il y a encore de l'argent, hein, sur les ménages, donc pour l'instant les entreprises devraient pouvoir continuer à performer. Et on va regarder les grosses variations du CAC et puis quelques autres valeurs françaises et américaines. Alors évidemment, Société Générale, ils font plus 11 aujourd'hui. Ils ont annoncé des résultats. Alors, il y avait une dimension spéculative aussi sur Société Générale. On en avait parlé, hein, depuis ici à la mi-octobre, avec probablement un coup à faire. Il y a une partie quand même des chiffres qui sont dus à la vente d'un ancien bâtiment, un immeuble de Société Générale qui a rapporté pas mal d'argent. Donc ça a boosté un peu les chiffres. Ça explique en partie la hausse, mais pas tout. C'est aussi dû à une reprise des crédits, hein, fournis par la Société Générale. Donc là aussi, on voit que finalement, les particuliers, les entreprises aussi reviennent à faire du crédit, c'est-à-dire qu'ils ont plus confiance en l'avenir et ils vont relancer la croissance. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Sur la Société Générale, sur la BNP, les chiffres ont été beaucoup moins appréciés. Parce que là aussi, on l'a dit, c'est assez surprenant, mais bon, les secteurs ne vont pas tous dans le même sens. Et on a des grosses variations au sein même des secteurs. On le voit ici avec la Société Générale à plus 11%. Et la BNP, c'est le pire. Quand la Société Générale, c'est le meilleur, à moins 4%. Alors, tempéré quand même sur la BNP parce qu'on fait moins 4. Mais surtout, on a quand même un chandelier de rachat en cours de journée. C'est-à-dire qu'on ouvre ici. On ouvre ici sur les moins 5,66, autour des 61,8 environ. On descend sous la moyenne à 200 autour des 60,56, à moins 7,48, hein, durant la séance. Et finalement, on finit à moins 4,20. Alors, moins 4,20, ça reste important, ça reste un gap. Mais on voit que on s'est dit finalement, c'est peut-être une opportunité d'avoir ici la BNP et de se replacer. Donc, le gap, hein, sur la BNP, qui est techniquement aussi, qui coïncide avec l'ancien gap qu'on venait de combler il y a quelques jours et la résistance à 66, c'est des zones de rachat et on le voit à chaque fois qu'on a ce genre de phénomène avec des rachats. Derrière, il y a quand même une tendance plutôt à la hausse et on l'a vu avec les bancaires américaines qui étaient plutôt favorables. Donc sur la BNP, je pense que cette baisse est pas forcément très alarmante. D'autant qu'on a une belle réaction ici. Alors si dans la semaine prochaine, oui, la semaine prochaine, on descend sous les 61, sous les 60, ce sera compliqué. Mais là, on a quand même envoyé des signaux pour dire que c'est pas si catastrophique que ça et c'est plutôt favorable. Donc on voit que même avec des résultats extrêmement différents, finalement, le secteur bancaire est peut-être pas forcément survalorisé actuellement et on a des perspectives plutôt favorables avec justement cette reprise de la consommation, hein, qu'on voit, cette résilience aux États-Unis. Donc il y a toujours de l'argent et puis les plans de relance à droite à gauche, plutôt favorables, hein, pour les deux, hein. Donc plutôt correct sur les bancaires. Edenred, pas tellement pertinent. Alors il y a toujours peut-être éventuellement un support à jouer sur Edenred, mais ça reste baissier, hein. Pour changer la tendance, là, il faudra quand même un gros rebond et puis pas mal de semaines. 28,21, on a le plus bas Covid à 27,02. Ça reste baissier, Edenred. Compliqué, il y a aussi des problèmes juridiques avec la fraude en Italie, donc plutôt à éviter quand même, c'est risqué.
Stellantis, c'est pareil, c'est du rebond technique. Là, il n'y a rien à faire, c'est toujours baissier. Alors, ça va pas être baissier pendant un an, ça c'est sûr. Mais actuellement, c'est encore trop risqué pour rentrer sur Stellantis, donc plutôt à éviter aussi. On a le Crédit Agricole qui n'a pas donné ses résultats, ça devrait être la semaine prochaine normalement. Et qui réagit plutôt correctement, hein, on le voit, les bancaires, alors c'est presque neutre, 0,7, mais on est quand même dans une phase toujours plutôt largement favorable sur Crédit Agricole. Et puis dernièrement, c'était la bancaire qui avait le plus performé des trois, hein, en France, avec des chiffres assez impressionnants. Donc les chiffres que devrait donner les Crédit Agricole sur ses résultats la semaine prochaine, il me semble, devrait être plutôt favorable. Donc là aussi, on est plutôt bon sur Crédit Agricole et on serait plutôt à l'achat au niveau de ce qui n'a pas fonctionné. Capgemini, c'est ce qu'on disait en introduction. Quand vous avez déjà des tendances qui sont baissières et que vous avez une nouvelle sanction du marché, très souvent, vous allez avoir la continuation de cette claque. C'est-à-dire qu'on a eu une grosse baisse hier, on a encore aujourd'hui. On aura peut-être demain pour aller toucher ici les 156. Et puis là, on va faire des 156. Alors c'est un scénario, hein, c'est pas forcément ce qui va se passer, mais c'est ce qui se passe souvent dans ce genre de cas de figure. On va chercher le support. Après, il y a un rebond technique, on se dit, ah, c'était un support, c'est bon, on va remonter. Mais finalement, il y a une tendance quand même assez basse. Et on va construire ici pendant des semaines dans une tendance dégradée. Et c'est en sortant de cette tendance pendant plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Donc c'est pour ça qu'à Capgemini, je pense que c'est pas intéressant de se replacer maintenant parce que les signaux ont été très forts et ont été très négatifs. Et pour en sortir, on le voit, on va peut-être sortir ici au mois de janvier 2025, hein, 30 janvier. Donc c'est une idée. Mais oui, le travail sur Capgemini va mettre du temps et pas forcément très intéressant de rentrer maintenant, de bloquer du capital sur quelque chose qui n'est même pas garanti, parce que ça c'est le scénario peut-être favorable, parce que la reprise en V, ça arrive quand même très rarement, et puis le scénario défavorable, on va chercher le support, et puis on le casse, et puis on continue, parce que la tendance, elle est catastrophique, pour aller chercher le vrai support à 146, celui qui avait fonctionné notamment en 2022 et 2023, 146 euros. Là, ce serait pas non plus impossible, hein, d'aller vraiment jusqu'à ce support-là, de construire et de repartir premier trimestre, voire deuxième trimestre 2024-2025. Donc, investir maintenant sur les 160, c'est pas forcément la chose à faire. Total Energy, on s'y attendait un peu parce que les marges de raffinage, notamment en Europe, ont énormément baissé. Donc, les résultats l'ont confirmé. Alors, à court terme, c'est toujours la même analyse qu'on va avoir sur les techs. Il y a toujours l'optique un peu court terme et long terme qui sont pas toujours d'accord et qui là en l'occurrence s'opposent, je pense, parce que des fois on a la même analyse, mais là évidemment à court terme on met des gaps baissiers. Elle avait annoncé ici, hein, les marges de raffinage le 15 octobre, ça avait fait chuter le titre. Là on a la confirmation sur résultat. Mais si on dézoome, ça fait un moment qu'on consolide. Alors oui, il y a la baisse du prix du pétrole, mais on se retrouve quand même plutôt dans le bas, sur une vision long terme, d'une action qui est peut-être sous-valorisée par rapport aux américaines, notamment dans le pétrole, et une action qui a aussi beaucoup d'avantages à être diversifiée dans l'électrique et dans le gaz. Donc elle est pas tributaire d'un seul marché. Et avec, alors, ralentissement de la croissance, oui, mais alors, la récession, pas vraiment, sauf peut-être sur certains pays. Mais au global, on est quand même dans une demande qui, si elle explose pas, est toujours relativement importante. Et c'est-à-dire que si on a une véritable reprise, le cours du pétrole, en partie, devrait monter, le coût de l'énergie aussi. Et donc Total remonté. Donc là, on a plutôt que des mauvaises nouvelles sur Total. Baisse du pétrole, ralentissement un peu économique, et on en est là. Et on décroche pas sur Total. On est un peu en une petite dégradation, mais c'est pas un crack, avec a priori que des mauvaises nouvelles. Donc imaginez quand ça va aller mieux, quand on va avoir des bonnes nouvelles, la force de Total, elle est à mon avis un peu plus haute. Donc
sur ces chiffres-là, dans une optique moyen-long terme, ça me semble plutôt toujours à acheter avec un support ici aussi à 55 qui pourrait faire repartir Total. Mais on s'attendra surtout à la relance hein, des pays, des chiffres aussi sur la demande pour Total. Et Pernod Ricard, c'est comme Capgemini. Hein. On était sur un support, boum, un gros crack avec moins 3. Le lendemain, on a la suite. Et puis vendredi, on aura euh, peut-être un peu moins, parce qu'on va se calmer, mais généralement, ça arrive par 3 d'affilée. Donc moins 3, moins 2,8 aujourd'hui. On va finir autour des 112 demain. Et puis on va peut-être un peu se calmer, construire, et c'est là qu'il faudra voir. Mais oui, la tendance, elle est toujours négative sur Pernod. Et on a raté le coche en ne gardant pas le support. Donc pour l'instant, c'est négatif. Par contre, on commence à tellement dévaluer hein, par rapport au plus haut. Et les stocks ayant été en partie écoulés, la reprise de Pernod Ricard, elle devrait quand même se faire. Donc là, je mettrai un petit bémol. Et il y aura peut-être quelque chose à faire pour jouer un rebond qui sera pas que technique et qui sera peut-être intéressant. Là aussi, ce sera un peu risqué parce que la tendance est quand même assez négative. Mais dans ce genre de position, peut-être une prise de participation en anticipation, alors pas une grosse ligne, mais peut-être déjà pyramidée hein, sur une tendance à la baisse, mais avec des perspectives qui seront certainement plus intéressantes après. Et puis alors STM, on peut le faire rapidement. Il y a beaucoup de tech aussi qui ont baissé parce que c'est toujours la même chose. À court terme, on investit énormément. On avait déjà les chiffres d'ASML qui avaient baissé parce que la demande hein, sur le prochain trimestre a été quasiment divisée par deux. Donc sur le secteur des semi-conducteurs, ça faisait un peu la gueule. Et les grosses valeurs qui investissent notamment dans l'IA dépensent énormément. Et ça, à court terme, on n'aime pas trop parce que ça fait augmenter les lignes de dépenses et les recettes. On a un décalage. Donc à court terme, toutes les dépenses d'investissement massives sur l'IA, pour l'instant, ont tendance à être un peu sanctionnées par la bourse, mais finalement, c'est quelque chose qui va se développer, qui va permettre après les parts de marché et des nouvelles recettes par la suite. Donc c'est quelque chose à avoir. Là aussi, privilégier les leaders de secteur. STM, ils sont toujours un peu moyens. Je crois qu'ils devraient ouvrir une nouvelle usine en Italie, parce que c'est franco-italien et c'était microélectronique, mais c'est pas avant fin 2025, je crois. Il y a toujours une petite guéguerre aussi entre la France et l'Italie pour STM, à la fois sur les employés notamment et le déploiement en France ou en Italie. Donc là, ça pourrait peut-être améliorer les choses, mais c'est pas avant plusieurs mois. Et on le voit qu'on a toujours aussi les signaux négatifs. Donc pour qu'une valeur comme ça reprenne, il faudrait que tout le secteur semi-conducteur aille beaucoup mieux. Ça fera partie des derniers à reprendre, je pense. On pourra évidemment se replacer dessus, mais on privilégiera peut-être les autres et on regardera plutôt les gros, à savoir les techs américaines. Et Alphabet, on l'avait dit hier, le chandelier comme ça, c'est moyen parce que oui, on fait un gap, mais on voit que c'est vendu durant la séance. Et là aussi, hein, c'est les dépenses d'investissement. Il y a Amazon qu'on va voir après, c'est la même chose. Trop de dépenses d'investissement. À court terme, non. À moyen long terme, oui. Donc le but, c'est peut-être de jouer ça, de se replacer gentiment, d'attendre la fin de la baisse, et puis de voir quelque chose qui va se développer, parce que les chiffres, ils sont quand même plutôt corrects hein, sur l'IA et les parts de marché qui gagnent et ce que génère l'intelligence artificielle au travers des ventes, au travers de ce qui est gagné à chaque fois et des marges. C'est quand même important. Donc sur Alphabet, on était peut-être un peu euphorique, mais on revient. Alors pas encore combler le gap, on va peut-être sûrement le combler hein, demain. Mais je pense qu'à moyen long terme, oui, on est favorable. Ici, en achetant à 170, d'ici 3-4 mois, on sera certainement autour des 200 € et plus. Donc,
c'est quelque chose à intégrer. Après, en court terme, qu'est-ce qu'on regarde? On regarde la force du rendu, on regarde les indicateurs, et puis on se dit que ça vaut le coup certainement d'investir. Aujourd'hui, peut-être pas. Demain, on se posera la question, et puis la semaine prochaine, on aura peut-être un début de réponse si on comble le gap et qu'on a un début de rebond, parce que la tendance, on le voit, hein, sur Alphabet, elle est bonne, et elle est très bonne si on tient les 168 ou à défaut les 156. Amazon qui a donné aussi ses résultats, et c'est toujours la même chose, c'est les dépenses d'investissement dans l'IA. Alors oui, ça fait gagner un peu d'argent pour le moment, mais pour des dépenses qui sont énormes. Et ça handicape un peu le groupe, mais à moyen long terme, ça va l'avantager. Donc le gap, comme Alphabet, hein, haussier. Et puis derrière, on a du mal à repartir, mais la tendance elle est plutôt correcte aussi. Et sur Amazon, hein, avec le cloud, alors on va reparler de Microsoft après sur le cloud, mais là aussi, ça fait partie des leaders et ils devraient largement en profiter. Donc, pareil, à court terme, on surveille les indicateurs, mais il y a certainement aussi une belle progression à avoir ces prochains mois. Pas se précipiter dessus, mais surveiller quand même. Parce que ça devrait performer. Apple, ils sont déjà bien hauts. Il y a le petit procès aussi avec, le problème juridique avec Alphabet qui pourrait être obligé de plus donner, on en avait parlé, hein, interdire à Alphabet de donner de l'argent à certains de ses clients comme Apple pour qu'ils fournissent un moteur de recherche par défaut, en l'occurrence Google. Ça, Alphabet, il donne, je crois que c'était 15 ou 18 milliards par an, donc ça fait beaucoup. Et Apple serait peut-être le premier perdant finalement plutôt qu'Alphabet. Donc ça peut jouer aussi. Il y a le manque d'innovation aussi d'Apple. Et pourtant, on est déjà haut, on est déjà bien valorisé. Au mieux, je pense qu'on va vers un range, parce qu'on est quand même assez loin de la moyenne à 200, on le voit, il faut du temps quand même pour que ça reprenne, et être capable de relancer un cycle haussier, il faut plutôt attendre la jonction ici de la moyenne à 200, hein, qui est à près de 14%. Attendez un peu plus. Mais c'est ça, hein, ça va remonter gentiment. Et puis on va faire ça. Et puis quand on va revenir ici, là on se posera la question, est-ce qu'on va casser vers le bas, casser la moyenne à 200 et flinguer la tendance sur Apple, ou au contraire on va repartir vers le haut? Ça risque de mettre un peu de temps. Mais là on n'a pas trop de tendance sur Apple. A priori, il n'y a rien à faire actuellement, à part attendre. On est dans un range, il n'y a pas de grosses news sur Apple. Plutôt attendre Meta Platform aussi avec les revenus publicitaires. J'ai pas eu le temps de regarder les résultats sur Meta. Ils ont été aussi vendus en partie. Mais on se rend compte que la tendance aussi est plutôt forte. Et c'est ça que j'ai oublié sur Amazon tout à l'heure, que je voulais dire, c'était les résultats ici. Entre le 1er août et le 2 août. Amazon, ils ont annoncé leurs résultats qui étaient bons, et le marché avait sanctionné ses dépenses d'investissement sur l'intelligence artificielle qui étaient jugées énormes. On avait perdu énormément. Hein. En une journée, on avait perdu 8%. Le lendemain, on perd 12%, après un creux à moins 17%. Qu'est-ce qu'on fait au jour 3? On remonte, et on n'a fait que remonter après pour dépasser le niveau, et aujourd'hui on est à peu près sur les mêmes niveaux, en ayant passé quand même pas mal de journées au-dessus. Donc c'est ça, à court terme, on a des sanctions excessives qui permettent des entrées sur la valeur plutôt intéressantes, parce qu'elle a toujours des perspectives, et ce sera, je pense, la même chose aussi sur Meta Platform, qui a fait aussi des gros efforts, hein, sur l'IA et le ciblement particulier, et l'augmentation de la génération de publicité et de revenus publicitaires. Donc là aussi plutôt intéressant. Est-ce que ça vaudrait pas le coup d'attendre le pullback ici sur le support 530-540, parce qu'on n'y est pas encore revenu? Et ça, c'est plutôt une anomalie. Donc revenir ici, acheter, et ça explose. C'est le plan. Microsoft, les résultats, on avait dit hier qu'il y aurait peut-être un gap aussi sur Microsoft, ça a été le cas. Gap baissier. Et pourtant, les résultats sont bons, hein, sur Microsoft, ils sont même très bons. On n'a pas aimé quoi? On n'a pas aimé sur Microsoft
Le cloud qui est en ralentissement, hein, pour les prévisions sur le prochain trimestre. Maintenant, on est toujours super bien placé. Alors, comme d'habitude, hein, c'est les dépenses d'investissement qui sont jugées un peu sévèrement. Mais sur Microsoft, elle coche un peu toutes les cases en termes de management, en termes de position dominante. Elle a pas trop de. Alors, il y a Alphabet qui est un peu embêté, mais pour l'instant, on n'embête pas trop Microsoft, même si de temps en temps, il y a des juges qui s'intéressent aux gros groupes comme ça. Mais moi, je verrais plutôt Microsoft comme un excès du marché, comme on a eu sur Amazon il y a quelques mois, et de revoir le jour où on rattaque cette zone de gap qu'on a créée ici, un signal d'achat qui sera le pré-signal pour rentrer et pour casser à nouveau les 430. Pour moi, Microsoft ne devrait pas beaucoup baisser ces prochains jours et il faudra plutôt l'acheter sur une tentative de reprise. Nvidia, donc la même chose, hein. Alors Nvidia, c'était à quand les résultats? C'était hier. Je sais plus. En début de semaine. Pas noté. Donc il n'y a pas eu de résultats sur Nvidia, il me semble. Mais on a techniquement la résistance et puis tout le secteur à la fois tech et semi qui a un peu plus de mal. Mais Nvidia, c'est aussi une reprise de souffle un peu normale. Et donc là aussi, le retour sur la cassure des 124 peut être intéressante à court terme pour aller chercher ce support et acheter ici pour ensuite aller performer sur Nvidia. Et enfin Tesla, quadruple échec, hein. Ici 265 au mois de décembre 2023, juillet 2024, septembre 2024, octobre 2024, on n'arrive pas à passer les 265. Donc pour l'instant, alors la tendance est quand même, on a eu une belle réaction, hein, donc on n'est pas à la dégradation, mais on est plutôt, on le voit si on dézoome, à un retour véritablement à la moyenne du prix, hein, sur les plus hauts qui sont de plus en plus bas, les plus bas qui sont de plus en plus hauts. Donc on arrive logiquement ici vers en gros les 220, on est un peu au-dessus sur 250, mais la tendance du prix elle est sur les 220. Mais avec une concurrence quand même accrue des véhicules chinois. Donc c'est ça qu'il va falloir battre, hein. C'est les véhicules chinois. Pour l'instant, il n'y en a pas trop. Et puis peut-être aussi comme Apple, l'innovation, hein, sur Tesla qui manque un peu ces dernières années, alors qu'ils avaient quand même une avance technologique. Donc sur Tesla, quadruple échec plutôt évité. Et cette zone de gap qu'on ira peut-être recombler, mais tant qu'on n'a pas une belle annonce et des choses fortes, parce que là on le voit, un volume, c'est acheté, mais derrière ça fait rien, on est déjà en train de rendre. Donc pour l'instant on est plutôt neutre sur Tesla, mais avec un contexte économique un peu compliqué sur l'automobile et l'électrique. Et puis il y avait aussi la Française des Jeux, avec la Commission européenne qui a enfin donné son verdict, hein. Ça fait des années qu'on l'attend. Faut pas être pressé. Et donc, alors il devait payer une amende, hein, une soulte, parce que pour profiter de sa position dominante par rapport aux concurrents notamment, c'était de l'ordre de 350 millions, je crois, par là. Et ce qu'on avait peur, c'est que ça augmente beaucoup et qu'on se rapproche du milliard à payer pour la FDJ. Et finalement, on n'aura que 97 millions en plus. On est autour de 450 millions à payer par la FDJ à l'État. Ça a déjà une partie été payée l'année dernière, je crois, autour de 13 millions. Il va y en avoir une autre partie cette année et une dernière partie en 2025. Mais ça confirme finalement que ce que devait payer la FDJ, bah, ça va pas être trop important. Donc c'était plus ou moins provisionné. Et ça, c'est une bonne chose parce que ça enlève quand même plusieurs millions potentiellement de la Française des Jeux à débourser. Donc le marché l'a bien apprécié, plus 7,2. Peut-être une occasion, hein, de renforcer. Alors aujourd'hui, c'était mieux hier forcément.
Et on aura certainement l'objectif à court terme de, c'est ici, 41-45, cette zone-là, qu'on ira jouer, je pense, avant la fin d'année sur la Française des Jeux, parce que tous les voyants sont au vert, hein. C'était la dernière chose qui était un peu ennuyeuse. Pas de taxes sur les jeux de la part de l'État, pas de taxes trop importantes de la part de la Commission européenne. Donc la FDJ, elle a fini en plus son OPA sur Kindred. Et on a aussi alors, des projets de loi de taxation sur les jeux, sur les casinos en ligne qui pourraient arriver, et la possibilité aussi de faire des casinos en ligne pour beaucoup d'autres opérateurs. Donc ça va handicaper les casinos physiques, mais pas les jeux pas les opérateurs comme FDJ ou autres. Donc là aussi, ça pourrait faire gagner des parts de marché à la Française des Jeux. Donc plutôt encore à l'achat, il n'y a rien d'autre à faire sur FDJ que de garder ou de renforcer pour le moment. Et puis on va finir avec Imeris qui a donné ses résultats plutôt corrects, hein. On réagit parce qu'on a été un peu sous les 28,60 là dernièrement, on n'aimait pas ça. On prend plus 5%, on revient ici sous les 30, mais on est toujours, hein, il se passe pas grand chose. Alors un début de réaction, pas mal de volume. Il faudrait que ça se confirme les prochains jours. On a évité quand même quelque chose de mauvais avec Imeris en cassant franchement les 28,60, hein. Hier, on était limite. Les résultats ont été plutôt bien accueillis. Maintenant, il faut attendre le retour confirmé de la construction et du secteur, de tous les secteurs un peu en rapport avec la construction et les minières pour qu'Imeris décolle. Ça peut arriver très vite, ça peut aussi mettre plusieurs trimestres. On est un peu dans l'attente de ça, je pense, sur Imeris. Et une dernière, c'était Ruby. Ruby qui perd 10%. Est-ce qu'on avait les résultats sur Ruby? Je sais plus si on avait les résultats. Maintenant, c'est un peu sévère quand même par rapport à ce qu'elle fait dernièrement. Alors, il y a le prix du gaz qui baisse beaucoup, mais Ruby, elle en transporte aussi, donc ça ne devrait pas l'handicaper à ce point-là. Ce qu'on peut voir quand même, c'est qu'on revient sur un vrai niveau support qui, généralement, ces niveaux techniques-là sont intéressants. Les zones de cassure ici qui lancent une grosse séquence, quand on y revient la première fois, souvent c'est racheté. Donc demain et lundi, peut-être ce travail ici pour commencer à rebondir. Alors pour l'instant on est toujours baissier, hein, depuis les 32 ici, on le voit. On est venu consolider et puis là on a mis un gap, on est passé en dégradation depuis le mois de septembre, hein, autour du 6 septembre. Donc on sait ce qu'on achète. Si on achète Ruby, on achète une action qui descend, on achète une action qui est en phase baissière. Mais les fondamentaux sont pas si mauvais que ça, hein. Le marché a du mal à valoriser Ruby, peut-être à sa juste valeur. Il y a Bolloré qui était rentré, hein, sur ces niveaux-là, notamment entre le mois de mars, je crois, entre début mars et mi-mars. Donc ça avait fait flamber l'action. Et là, on revient sur les niveaux d'avant Bolloré. Là aussi, la croissance et le retour de la construction, entre autres, mais surtout de la demande, hein, pourra aider, je pense, Ruby. Mais on a des niveaux qui se surveillent. Donc là aussi, attends, petite baisse, parce que quand on fait moins 10, faut pas refaire moins 10 pendant 2 jours. Mais si on commence à travailler ici, je pense que ça peut être intéressant de mettre une petite taille de position et puis de pyramider un peu plus haut si le marché nous donne raison et qu'on revient vers les 26 à terme. Bien sûr, si on casse les 22, il faudra être prudent et plutôt éviter, hein, Ruby. Valorec, toujours autant de ventes à découvert, mais elle est en train d'essayer de partir. Alors on verra demain et lundi, mais là il y a des signaux super favorables sur Valorec, il y a des volumes. Il y a la moyenne à 200, on l'avait déjà testé, hein, et après on l'avait reperdu rapidement. Donc si ça arrive à nouveau, on sait que ça va remettre du temps, mais si on confirme vendredi, lundi,
Il faudra regarder attentivement la vente à découvert et peut-être se placer parce que on aura un redémarrage et éventuellement des rumeurs de rachat d'ArcelorMittal pour sortir Vallourec de la cote et faire une OPA, c'est pas impossible. Et enfin, quelques valeurs abonnées. Alors, Assystem, on avait déjà parlé, hein, il y a un gros gap, c'est négatif, même si là, si on est sur un support, éventuellement jouer le support pour du rebond technique, mais la tendance, elle est quand même largement à la baisse, donc attention. Barrick Gold, bah, malgré le fait qu'on ait l'or toujours de plus en plus haut, les minières ont un peu de mal, notamment dû à leur coût de production. Ça me semble toujours haussier, moi, sur Barrick Gold, malgré le fait qu'on ait du mal à réagir. On a eu ce gros gap ici, hein, notamment au mois d'août, qui a fait flamber la valeur rapidement. On est toujours haussier moyen terme, donc je pense que ça vaut pas le coup de paniquer encore sur ces valeurs-là. Cameco, c'était quoi Cameco? C'était producteur d'uranium. Alors, on fera un petit point sur l'uranium peut-être demain ou ce week-end. Donc j'en reparlerai. Carbios, on l'avait vu, hein, on avait dit rebond technique, mais c'est baissier aussi. Alors oui, les volumes sont intéressants, mais là, la tendance, elle est quand même catastrophique. Hafner, ça fait rien, on surveille. Kazatomprom, c'est pareil, c'est dans l'uranium, on en reparlera prochainement. L'Oréal, toujours du mal, hein, L'Oréal, il faut attendre la réaction. Et plus que le luxe, hein, L'Oréal, elle a beaucoup, beaucoup de mal dans son secteur, donc toujours attendre, hein, et laisser la valeur aller dans l'excès et pas essayer de la prendre en anticipation. Mediane Technologie, c'est pas mal, hein. Il manque juste le détonateur sur Mediane Technologie et ça pourrait partir fort. Et puis c'est une action assez volatile, hein. On est ici, on a 21% pour aller chercher les 4,6. On a 51% ici sur les 5,7. Donc ça peut être intéressant. On surveillera les volumes, on surveillera une belle journée. Sur Mediane Technologie, c'est une valeur où on peut en trading gagner pas mal assez rapidement. Newmont, c'est elle qui avait eu des coûts de production très, très importants. Peut-être excessif, hein, cette baisse, parce que l'or est toujours très, très haussier. Si on n'est pas sur Newmont, peut-être se poser la question, hein. Moi je suis sur Barrick, mais Newmont ça s'achète aussi, hein. Dès qu'on verra un peu plus de vert, parce que là on vient d'arriver sous les 30 niveau RSI, donc retrouver le RSI au-dessus des 30, retrouver un cours qui commence à réagir, ce sera certainement le signal d'entrée, hein, sur une minière si vous ne l'avez pas joué déjà depuis le début. Opéra qui revient à travailler sur support, donc plutôt favorable. Là aussi, on surveillera les volumes. Ce qui est dommage, c'est que c'est pas soutenu sur Opéra les volumes. On a 2 jours et puis après, il y a plus rien. Alors, c'est compliqué de faire des grosses tendances fortes comme ça, sans volume. Sophie Technologies, ben, on a la résistance à 11,3. On n'arrive pas à la passer. Et c'est ça qu'on attendait, enfin que moi j'attendais notamment. C'est une grosse résistance qui va nous offrir enfin le pullback. Donc là, je pense qu'on l'aura peut-être. Donc surveiller où va être le pullback. Et racheter après Sophie Technologies. Donc ça nous met quand même plusieurs journées de baisse. Et voir où elle réagit. Mais là, on sent qu'on arrive quand même sur les plus hauts et qu'il n'y a plus d'essence dans le moteur. 8 passes, il n'y a rien à faire. C'est neutre. Unidoc, hein, la temporalité, elle est assez longue. Alors éventuellement, comme d'habitude, un gros chandelier. Mais là, des fois, les chandeliers, ils durent qu'une journée. Et ils font plus de 100%. Donc compliqué à anticiper. Peut-être, oui, du coup, anticiper sur une spéculative avec une très petite ligne. Mais quand on commence à plus rien faire et à plus être volatile, comme c'est le cas maintenant, ça peut valoir le coup, hein, de mettre une petite ligne. Et d'espérer le gros boom. Plus 38, plus 58, c'est pas impossible. L'uranium, on en reparlera prochainement. Veolia, on l'avait dit, hein, c'était le range un petit peu. Même si ça reste intéressant, on le voit moyen terme, ça pourrait partir si on garde cette congestion et qu'on casse vers le haut. Vinci, pour moi, c'est toujours sous-valorisé, hein, ça s'achète ici autour des 100. Et Vulcan Energy, on avait fait le petit dessin.
Là aussi, on attendra des niveaux intéressants plutôt vers le bas pour rentrer ou la cassure des 3,39. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, les valeurs qui vous intéressent, les actions que vous voulez qu'on analyse, les questions si vous en avez. J'y répondrai. Bon trade, à plus.